Je commencerai en disant que j'ai commencé un rhume hier, donc espérant que ma voix puisse tenir le coup. Samedi, le 7 octobre, le Hamas a lancé une attaque contre Israël. Des milliers de roquettes ont été lancées depuis la bande de Gaza, dont des dizaines qui ont franchi le système de défense antimissile israélien, là, le fameux dôme de fer, comme il l'appelle. Des centaines de combattants du Hamas ont franchi la frontière la plus surveillée au monde pour attaquer des villes frontalières et des bases militaires sur le sol israélien. Ils ont même capturé des commandants militaires israéliens, dont un major général. Donc ça, c'est assez du jamais vu pour Israël. En fait, c'est l'humiliation même pour l'État israélien. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a rapidement déclaré que c'était un état de guerre et qu'Israël allait procéder à des représailles brutales, ce qu'ils ont commencé à faire peu de temps après. Et là, ça a été immédiatement suivi d'un concert de condamnation de la part des dirigeants des gouvernements impérialistes mondiaux, occidentaux en particulier, qui ont défendu le droit d'Israël à se défendre. Le président américain Joe Biden a qualifié les gestes du Hamas de pur et authentique mal, evil, comme ils disent, et a annoncé que les États-Unis allaient accélérer la livraison d'équipements, de ressources de munitions et de munitions supplémentaires à Israël. Et en fait, à croire les grands médias qui relaient le discours de l'impérialisme, cette attaque sortait complètement de nulle part. Et Israël, l'État israélien, en fait, est une grande victime dans cette affaire-là. Mais la vraie histoire, il ne la raconte pas. Il ne raconte pas que depuis 75 ans, les Palestiniens subissent la plus brutale des oppressions. Une oppression qui s'est intensifiée dans les dernières années. On peut donner quelques chiffres. Dans les 15 dernières années seulement, le conflit a causé, on estime, environ 300 morts du côté israélien, mais plus de 6500 morts du côté palestinien. Et les chiffres aussi concernant les enfants, on estime que depuis 2005, les 6 grandes offensives militaires à Gaza d'Israël ont tué au moins 1000 enfants palestiniens, et en ce moment, ce chiffre est en train d'augmenter drastiquement. Mais on peut remonter avant ça, en fait, pour rappeler, en fait, parmi la longue liste des crimes sionistes, par exemple, le massacre de Sabra et Shatila, où en 1982, c'est plus de 3000 réfugiés palestiniens au Liban qui ont été massacrés par l'armée israélienne et ses alliés, les milices phalangistes chrétiennes. Cette année, ça fait précisément 75 ans depuis le début de la Nakba, de la catastrophe. La création d'Israël en 1948 s'est faite littéralement au travers d'un nettoyage ethnique. C'est plus de 700 000 Palestiniens qui vont être forcés qui vont être expulsés littéralement de leur terre. Et avec ça, on va avoir des millions, en fait, qui vont se ramasser dans des camps de réfugiés à l'étranger et aussi comme réfugiés dans leur propre pays. Encore aujourd'hui, c'est considéré comme la plus longue crise des réfugiés continue au monde. Et les méthodes utilisées par les forces sionistes, les massacres, la guerre psychologique, les rasages de villages, l'empoisonnement des eaux ou tout simplement les coupures d'approvisionnement ont été utilisées de manière continue, répétée, routinière au cours des 75 dernières années. Pour des millions de gens, en fait, la Nakba c'est jamais terminé. On peut donner des chiffres, en fait, sur les inégalités. Il y en a une liste longue, mais pour vous donner un exemple, à Jérusalem, 72% des familles palestiniennes vivent sous le seuil de la pauvreté, ce qui inclut 81% des enfants à Jérusalem qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Dans la bande de Gaza, dans les dernières années, le taux de chômage était de 50%. Et même avant le bombardement de cette semaine, les familles à Gaza avaient accès en moyenne à 12 heures d'électricité par jour. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'en raison du blocus économique imposé par Israël et l'Égypte, les choses les plus essentielles, comme les soins de santé et alimentaires, font défaut depuis très longtemps dans la bande de Gaza. Et la semaine dernière, des représentants israéliens ont osé justifier leur offensive en disant que le Hamas tenait en otage la population de Gaza. Alors que ça fait depuis 2007, en fait, qu'Israël impose un blocus
sur la bande de Gaza avec des restrictions sur les entrées et sorties. En plus de bombarder la bande de Gaza à répétition. De l'hypocrisie comme ça serait risible si ce n'était pas autant enrageant. Et on doit aussi, parlant de choses enrageantes, je pense qu'on doit parler de la colonisation. Dans les dernières années, on a vu une escalade exponentielle de la violence de la part des colons juifs d'extrême droite en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, contre les quartiers palestiniens. Tout ça encouragé par l'impunité garantie, la complicité ouverte ou secrète des forces de sécurité israéliennes. Pour vous donner une idée, dans les années 80, on estimait qu'il y avait 5000 colons juifs en Cisjordanie. Aujourd'hui, c'est plus de 400 000 colons juifs. Et ces chiffres-là, j'ai trouvé, ça date de peut-être 2 ans. Donc, je pense que c'est encore pire aujourd'hui. En fait, depuis les années 90, on estime que la colonisation de la Cisjordanie a augmenté de 270 %. Ce que fait l'État israélien avec la colonisation, c'est pas très compliqué. Il morcelle le territoire. On arrive à une situation en fait où les Palestiniens n'ont plus du tout de territoire unifié. De facto, Israël a annexé des énormes portions de la Cisjordanie. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que les tentatives des jeunes Palestiniens de résister à l'occupation ont été accueillies par une violence meurtrière disproportionnée et systématique de la part de l'armée israélienne, avec une série d'attaques et d'assassinats ciblés, dont la dernière grande en liste, en fait, qu'on peut nommer, c'est le point culminant avec l'assaut brutal contre le camp des réfugiés de Jénine, juste au mois de juillet qui vient de se passer. En avez-vous entendu parler? Ben non. Pendant ce temps, combien de colons responsables de ces crimes ont été arrêtés? Combien de dirigeants occidentaux ont plaidé pour le droit des Palestiniens à se défendre? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Et en Israël, depuis le début de 2023, le gouvernement est dans une impasse politique, notamment secoué par des grosses manifestations de centaines de milliers de personnes contre les réformes judiciaires de Benjamin Netanyahou, du premier ministre, et aussi, il y a des profondes divisions au sein de la classe dirigeante sioniste elle-même. Et pour sa survie politique, Netanyahou a dû compter de plus en plus, en fait, sur l'appui de l'extrême droite suprémaciste juive, dont bien des figures importantes de ce mouvement-là sont maintenant directement dans le gouvernement de Netanyahou. Et qu'est-ce qu'ils font au gouvernement? Bien, ils défendent, en fait, publiquement, ouvertement, un programme consistant à vouloir provoquer. Ils appellent à une nouvelle Nakba et à chasser l'ensemble de la population palestinienne. Tout ça, c'est ça le contexte dans lequel s'est déroulée l'attaque du 7 octobre dernier. Ça, c'est ce que Justin Trudeau et Joe Biden omettent de mentionner dans leur grand discours. Et depuis l'attaque du Hamas, qu'est-ce qui s'est passé? La réponse d'Israël a été rapide et brutale. Netanyahou a promis de réduire Gaza à une île déserte. Des avions de chasse ont pilonné la bande de Gaza, rasant des immeubles, des quartiers résidentiels, frappant sans distinction les écoles, les hôpitaux, les mosquées. Le ministre israélien de la Défense a ordonné le siège complet de la bande de Gaza et il a dit texto, « J'ai ordonné un siège complet de la bande de Gaza, il n'y aura pas d'électricité, pas de nourriture, pas de carburant, tout est fermé. » C'est quoi ça ici? Ça n'a rien à voir avec la légitime défense, mais ça a tout à voir avec la soif de vengeance. C'est pas la première fois que l'État israélien cherche à punir la population de Gaza pour les actions de ses dirigeants en ciblant les civils. Pour vous donner une idée, en 2014, en riposte à des tirs de roquettes du Hamas qui ont fait environ 73 morts israéliens, Israël a lancé une attaque brutale sur Gaza et ça a causé la mort de plus de 2200 Gazaouis et ça a laissé plus de 100 000 Palestiniens sans maison. Et avant ça encore, en 2008-2009, des tirs du Hamas sur la bande de Gaza, des tirs du Hamas sur Israël. Israël réplique
tire sur la bande de Gaza. Résultat, plus de 1300 Palestiniens sont morts contre seulement 13 Israéliens. Jusqu'à présent, selon les chiffres qu'on a pu avoir, c'est 1400 Israéliens qui sont morts la semaine dernière. Et déjà, c'est le double du côté palestinien, incluant des centaines d'enfants, comme Simon l'a mentionné. Puis là encore, ces chiffres-là sont vraiment difficiles à calculer parce que dans la bande de Gaza, c'est très difficile d'avoir les informations puis de faire le décompte des morts. Donc, on peut très bien voir, en fait, que ces chiffres-là sont plus élevés et qui vont augmenter. C'est juste le début, en fait, parce qu'Israël prépare une offensive terrestre. Le 13 octobre, Netanyahou il a annoncé, en fait, il a dit à 1,1 million d'habitants de la région du nord de Gaza que vous avez 24 heures pour vous en aller, faute de quoi, vous serez en danger extrême. Et donc, il faut qu'il descende au sud de Gaza. Et pour mettre en contexte, c'est quoi la bande de Gaza? C'est 2,3 millions d'habitants sur un territoire de seulement 365 kilomètres carrés. En fait, pour comparer, c'est environ les 3/4 de l'île de Montréal, mais avec 500 000 personnes de plus. Et c'est une des zones les plus densément peuplées au monde. Et à Gaza, en fait, on estime que c'est 5500 personnes par kilomètre carré, pendant qu'en Israël, c'est seulement 400 personnes par kilomètre carré. Donc, quand il y a des frappes sur Gaza, ça fait des dommages. Il n'y a pas de place pour se cacher. En fait, il n'y a pas de place pour s'enfuir. Et là, il n'y a pas d'électricité, pas de ressources pour se soigner. Les routes sont détruites. Pensez-y, c'est quoi la situation? C'est une catastrophe. Et aussi, un point important à mentionner, 41% de la population a moins de 15 ans. Tous ces chiffres-là, c'est ça qu'il faut rappeler quand on parle de la question palestinienne. Ça, c'est ce qu'on n'entend pas dans les médias ou qui essaient de minimiser par-ci, par-là. Donc, ce qui se passe est clair. En fait, c'est on a un nettoyage ethnique soutenu par les puissances occidentales. Et certains vont nous dire que les deux camps sont à blâmer parce que tous les deux ont recours à la violence. Et c'est fondamentalement faux, en fait, cette approche-là. Parce que la violence des uns ne peut pas être assimilée à la violence des autres. Il n'y a absolument aucune équivalence qu'on peut faire entre les deux camps. D'un côté, on a un pays capitaliste moderne et avancé, équipé d'armes nucléaires, d'avions de chasse avec des énormes missiles, de technologies de pointe, d'équipements militaires, d'équipements de surveillance de pointe, qui comptent sur le soutien matériel et financier du plus grand pays impérialiste au monde, les États-Unis. Ça, c'est Israël. De l'autre côté, on a quoi? On a les Palestiniens opprimés qui se battent avec n'importe quelle forme d'arme, n'importe quelle chose qu'ils ont pour se défendre. Et donc, c'est vraiment, dans tout ce contexte-là, c'est vraiment absurde, en fait, de s'étonner de l'attaque du 7 octobre de la semaine passée. Dans ces circonstances-là, en fait, c'était inévitable qu'une explosion allait survenir. Et qui est à blâmer pour ça? C'est Netanyahou qui dirige le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Et c'est les proies d'extrême droite, en fait, derrière lui, qui veulent un nettoyage ethnique complet qui sont à blâmer. On peut pas... et en fait, on va en rajouter une couche, en fait. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais pendant des décennies, l'État israélien a parrainé, financé et soutenu le Hamas et d'autres organisations islamistes du mouvement palestinien dans le but de créer une alternative à l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, et la gauche palestinienne, en fait. Donc, le but, c'était de faire dérailler le mouvement de libération vers la droite fondamentale. Ça, non plus, on n'en parlera pas dans les médias. Mais mis à part cet aspect-là, en fait, le point fondamental ici, c'est quoi? C'est que quand, sans arrêt, on refuse à un peuple entier des droits démocratiques, qu'on l'opprime, qu'on le brutalise, qu'on lui enlève toujours plus de terres, de maisons, qu'on lui tire dessus, qu'on le torture, qu'on l'emprisonne, qu'on l'appauvrit continuellement, et qu'en plus, tout ça augmente, s'intensifie, il faut s'attendre à ce que ça provoque une riposte en retour. Et on ne peut surtout pas jouer à la pauvre victime
comme le fait Netanyahou puis la classe dirigeante israélienne. C'est complètement ridicule, en fait. On dirait qu'on est dans un livre de George Orwell, en fait, où l'agresseur, c'est la victime c'est l'agresseur. Où les victimes sont dépeintes comme des terroristes, ou comme le ministre de la Défense israélien l'a dit, vous l'avez sûrement vu, qui a traité les Palestiniens d'animaux humains. C'est complètement dégueulasse, complètement aberrant. Donc, qui est à blâmer pour ça? Ben, c'est l'État israélien pour ce qui s'est passé. Puis, ça fait rappeler, en fait, une phrase que Karl Marx a déjà dit, en fait. Il disait, dans l'histoire de l'humanité, il y a une chose qui se nomme la rétribution. Et c'est une règle de la rétribution historique que son instrument soit forgé, non pas par les offensés, mais par l'offenseur lui-même. Marx écrivait ça en 1857. C'était quoi le contexte? Il y avait une rébellion indienne, en fait, qui avait éclaté contre la Compagnie britannique des Indes orientales. Puis Marx, à l'époque, dénonçait l'hypocrisie de la respectable société anglaise qui était horrifiée soudainement par les violences des rebelles, qui était au final le fruit d'une oppression brutale depuis des décennies. Puis je pense qu'on peut faire l'analogie avec la situation qui se passe aujourd'hui. Et à tout ça, on doit ajouter en fait que quelques jours avant l'attaque du Hamas, des centaines de suprémacistes juifs ont pris l'assaut de l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, qui est, je pense, qui est classée comme la 3e plus gros site religieux de l'islam, le plus gros site sacré de l'islam. Et donc, ils sont rentrés là avec comme objectif déclaré de raser la mosquée puis de la remplacer par un temple juif. C'était clairement une provocation. Et ça a été soutenu, protégé, renforcé par les forces de police israéliennes. Et donc, les dirigeants occidentaux se sont dépêchés de dénoncer l'attaque du Hamas, mais ils sont restés complètement silencieux sur l'attaque de la mosquée, comme ils sont silencieux depuis des décennies sur la myriade de crimes de l'impérialisme israélien. Et en particulier, ils sont restés silencieux sur le fait que depuis le début de l'année, c'est plus de 200 Palestiniens qui sont morts, qui ont été tués par des Israéliens. Ce que les puissances occidentales ont rapporté, c'est combien c'est légitime pour Israël de se défendre. Mais je pense qu'il faut vraiment, vraiment mesurer l'ampleur complète de l'hypocrisie ici. Au mois d'août dernier, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a dénoncé en fait l'invasion de l'Ukraine par la Russie en disant, et là, écoutez bien ce qu'il dit, « Si nous permettons à un grand pays d'intimider un plus petit, de l'envahir et de s'emparer de son territoire, la chasse sera ouverte non seulement en Europe, mais dans le monde entier. » Quand il s'agit de l'Ukraine, les puissances de l'OTAN vont l'armer jusqu'aux dents pour combattre la Russie en leur nom, sous prétexte que c'est un peuple sous occupation qui a le droit de se défendre. Mais quand il s'agit des Palestiniens, ben là, ce droit disparaît et là, ben, on se range derrière l'oppresseur, puis on soutient l'oppresseur. Et évidemment, tout ça, c'est pas surprenant quand on sait que les États-Unis subventionnent l'armée israélienne à hauteur de 3,6 milliards de dollars par année. Pensez à combien de gens on pourrait nourrir, éduquer, soigner, combien de Palestiniens on pourrait soigner, on pourrait éduquer avec tout cet argent-là. Bien évidemment, non. On s'en sert pour soutenir l'impérialisme. C'est une question d'argent, une question d'intérêt impérialiste, d'intérêt capitaliste. Les besoins fondamentaux des gens, en fait, la vie des opprimés, on s'en fout pour l'impérialisme mondial. Impérialisme mondial plus largement. Et pour l'impérialisme israélien, Israël, c'est leur seul véritable allié garanti au Moyen-Orient et ils vont toujours se ranger du côté des sionistes. C'est ça la réalité. Puis, ce qu'on voit en ce moment, c'est que les crapules impérialistes, ils prétendent être choqués aujourd'hui par la violence
la violence du Hamas, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont jamais hésité à déclencher la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, pendant 2 décennies, au cours desquelles ça le fait plus de des milliers de civils qui sont morts, qui ont été tués. Ils ont bombardé la Libye, le Soudan, la Serbie, la Syrie, sans se soucier aucunement des innocents, des civils innocents dans cette histoire-là. Puis évidemment, je pense que je ne peux pas mentionner ça sans parler, en fait, de peut-être le cas le plus atroce ces derniers temps. C'est la guerre génocidaire au Yémen menée par l'Arabie saoudite, qui est le Yémen, c'est un des pays les plus pauvres sur la planète. C'est une guerre qui est menée avec le soutien total, la complicité, la participation active des États-Unis, du Canada et des autres puissances impérialistes. Et donc, quand on regarde ça, les Trudeau, Biden, les Macron, les Sunak n'ont absolument pas le droit de se plaindre de la violence ni d'accuser qui que ce soit de terroriste. Et par-dessus tout, non seulement on voit toute l'hypocrisie impérialiste, mais on voit aussi que ce qu'on a commencé à voir, en fait, c'est une offensive contre le mouvement de solidarité avec la Palestine. Quiconque défend la libération de la Palestine va être accusé de défendre le terrorisme ou d'être tout simplement un antisémite. En France, cette semaine, le ministre de l'Intérieur a interdit les manifestations de solidarité avec la Palestine sous prétexte, et là je cite, qu'elles étaient susceptibles de générer des troubles à l'ordre public. Parlant de troubles à l'ordre public en France, je pense que Macron a beaucoup plus de responsabilités à prendre dans les dernières années. Mais ça, évidemment, le ministre de l'Intérieur n'y a pas pensé. Ici, on a tant Trudeau que Legault, en fait, qui ont aussi fait des affirmations pour condamner les manifestations pro-palestiniennes en accusant les manifestants, en disant que les manifestants étaient là pour soutenir le Hamas et célébrer la violence, alors que c'est complètement faux. On était là à Montréal, les membres de la riposte, on était là à Toronto, on était là à Ottawa, on était là à travers le Canada jusqu'en Colombie-Britannique. Et à ce que je sache, on n'a vu personne célébrer la violence ou faire des apologies du Hamas. Donc, ils disent ça dans les médias ouvertement, puis les journalistes n'ont pas questionné, ils ont juste relayé l'information. Et pendant que Justin Trudeau laisse perdurer une crise humanitaire dans les communautés autochtones au pays, il se permet de faire la morale aux manifestants. Son hypocrisie, c'est dégueulasse, mais ça l'a comme équivalent celle de François Legault, qui nous a dit, et là, écoutez bien, une petite larme, « Je veux dire à toute la population juive de Montréal, là-bas en Israël, partout dans le monde, que la nation québécoise est à vos côtés. » On parle du premier ministre qui a fait passer l'infâme, raciste, discriminatoire loi 21, qui discrimine les minorités religieuses, incluant la communauté juive. Puis aujourd'hui, il ose nous faire croire qu'il se préoccupe du sort de la communauté juive. C'est complètement scandaleux. Ces gens-là, ils se foutent du sort des opprimés. Et comme on a été habitué à le voir dans les dernières années, toute défense des opprimés palestiniens contre l'impérialisme israélien s'est présentée de manière assez rapide comme « Ah, c'est de l'antisémitisme ». Il y a le président de la branche ontarienne du syndicat canadien de la fonction publique qui a été complètement sali dans les médias, puis il y a eu des appels à sa démission. Pourquoi? Il a dit un tweet, un X, je sais pas. Excusez-moi, je pense, faut que je me mette à l'autre jour. Il dit « Je suis reconnaissant pour le pouvoir des travailleurs, le pouvoir de la résistance tout autour du globe. » Et tout de suite, ça n'a pas été long que le ministre fédéral du Travail a ensuite accusé le syndicat de propager l'antisémitisme. Là, rendu là, je veux dire, aussi bien, on va juste plus parler, puis on va quand même se faire traiter d'antisémite. Et tout ça survient, ici, je vais vous rappeler, si vous l'avez oublié, qu'il y a à peu près 2 semaines, on a eu une chambre des communes au grand complet qui se sont levés pour applaudir un nazi. C'est incroyable, c'est scandaleux que du monde comme ça se permette de faire des choses comme ça. C'est complètement hypocrite.
puis ça passe dans les médias comme si de rien n'était. Malheureusement, il y a un point, je pense, qui est important à mentionner. À quelques exceptions près, la gauche et le mouvement syndical au Canada a révélé, malheureusement, sa lâcheté, je crois, sur cette question-là, soit par son silence ou sa capitulation tout simple. On a le NPD de Jack Meeting au fédéral qui s'est empressé de dénoncer la violence du Hamas puis de répéter la même chose que Justin Trudeau, Pierre Poilievre ont mentionné, même chose que les libéraux, les conservateurs, puis même dans une déclaration publique, le NPD a dit, et je cite, « Les Gazaouis sont victimes de la brutalité du Hamas. » Donc, pendant qu'Israël est en train d'anéantir Gaza, ben c'est la faute du Hamas. Rendu là, aussi bien dire que les Palestiniens l'avaient cherché. C'est complètement scandaleux. Puis après ça, ben c'est pas surprenant qu'on a vu en fin de semaine que au congrès du NPD, en fait, ils ont expulsé des militants pro-palestiniens qui dénonçaient, en fait, les positions du parti. Puis au Québec, ben Québec solidaire, en fait, a aussi plié sur la pression et c'est quand même un gros truc, là. Vous le savez peut-être pas. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, je soutenais la cause palestinienne, puis au Québec, j'avais l'impression que personne prenait le parti des opprimés, sauf Québec solidaire, en fait. J'étais vraiment contente de leur position, j'étais d'accord avec eux, puis j'ai appris beaucoup de choses aussi en écoutant Amir Kadir ou Manon Massé parler de l'enjeu de la cause des Palestiniens. Mais là, ce qu'on a vu, en fait, cette fois-ci, on a vu la réponse du co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois sur X, mentionné, qui a dit « condamnation totale du Hamas ». Puis ensuite, c'était suivi de quelques phrases un peu vides, pacifistes, mais sans jamais vraiment dénoncer le régime sioniste. Et je pense qu'on doit dire que c'est assez honteux, en fait. Pendant ce temps-là, du côté des directions syndicales au Québec, c'est le silence complet. On peut prendre, par exemple, la CSN. Au mois de mai, à leur congrès, la CSN, ils ont passé une résolution pour soutenir l'appel contre l'apartheid des syndicats palestiniens. Et maintenant, en ce moment-là, ils n'ont rien à dire. Au moment où la solidarité de classe, de la classe ouvrière avec la Palestine est plus importante que jamais, c'est le moment où la gauche et les organisations ouvrières l'abandonnent. Puis je pense que ça, c'est vraiment, on peut pas utiliser d'autres termes que de la couardise, en fait. Je pense que c'est vraiment condamnable. Et un peu dans cette même lignée-là, il y a beaucoup de gens qu'on entend un peu dans la gauche dire ou se contenter un peu de décrier la violence en général, d'appeler à un règlement pacifique du conflit, parler des négociations ou faire appel à la fameuse communauté internationale qu'on entend toujours quand il y a des situations de violence, à la communauté internationale a un rôle à jouer, blablabla. On entend un peu ces phrases creuses-là dans ces circonstances-là. Mais en fait, je pense que c'est semer vraiment des illusions dans les institutions puis les puissances capitalistes qui sont au départ responsables de la catastrophe. Depuis 75 ans, il y a eu des négociations et des pourparlers sans fin et ça n'a jamais fait avancer d'un pouce la situation. En fait, les choses n'ont jamais été aussi pires. Cette année en particulier, ça fait 30 ans depuis la signature des fameux accords d'Oslo, qui étaient supposés être la solution au conflit. Qu'est-ce que ça a fait, les accords d'Oslo? Ça l'a amené à la création de l'autorité palestinienne, qui était une façon de concéder un semblant d'État, mais pas vraiment un État à la Palestine, parce que les frontières étaient encore contrôlées par Israël, puis l'économie aussi. Et en fait, on peut dire que l'escalade du conflit aujourd'hui, c'est le résultat de l'échec des accords d'Oslo. L'idée, c'était d'établir en fait un État palestinien à côté d'un État israélien sur une base capitaliste. C'était complètement voué à l'échec. Et le but des accords d'Oslo, de la création de l'autorité palestinienne, c'était d'amener les leaders palestiniens à
polisser les Palestiniens pour Israël. Parce que c'est plus facile, en fait, d'avoir une police palestinienne qu'un soldat israélien qui est vu comme l'ennemi. Ça, on l'a déjà vu à maintes fois dans l'histoire. On l'a vu en Irlande, on l'a vu en Afrique du Sud. On a vu des situations comme ça où est-ce qu'on va utiliser des dirigeants du groupe opprimé, du peuple opprimé, pour polisser à la place de l'État impérialiste. Mais en fait, la solution à deux États avec les accords d'Oslo, ben, ça a été vraiment un piège vicieux pour les Palestiniens, pour le mouvement national palestinien. Puis en fait, c'est pas juste moi qui dis ça, parce que il y avait un sondage d'opinion récemment qui disait que 61% des Palestiniens avaient déclaré que la situation était pire aujourd'hui qu'avant Oslo, et même que 61% d'entre eux ils disaient que la signature des accords d'Oslo, c'était une grave erreur. Puis aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la jeunesse palestinienne militante je pense, elle est parvenue à la conclusion, en fait, que on ne pourra jamais avancer, en fait, avec le dialogue, s'asseoir pour dialoguer à la même table que l'ennemi, qui, lui, enlève jamais ses guns avant de rentrer dans la salle. Mais que, au final, la seule façon de faire avancer les choses, c'est la lutte révolutionnaire. Et en 2021, en fait, il y a eu un grand tournant dans la situation. On a vu une grève générale, ou comme on va l'appeler, en fait, certains l'ont appelé l'intifada de l'unité. Et ça l'a touché, en fait, des secteurs clés de l'économie. Ça l'a vraiment nuit à l'économie israélienne. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que les méthodes de lutte de classe reviennent, en fait, devant la scène. Les jeunes, en fait, qui donnent plus du tout de soutien à l'autorité palestinienne, reviennent de plus en plus aux traditions radicales de la première intifada, du soulèvement. La première intifada en 1987, ça l'a vu, en fait, on a vu un gros soulèvement des masses palestiniennes avec une vague de protestations de milliers de personnes en Cisjordanie, à Gaza, à Jérusalem-Est. Et ce mouvement-là, en fait, ça l'a amené à la formation de milliers de comités qui organisaient la lutte, en fait, tous les aspects de la lutte de masse contre l'occupation. Et l'intifada, ça l'a vraiment fait trembler, en fait, l'État sioniste, qui s'est ramassé assez affaibli, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont voulu signer les accords d'Oslo, qui ont amené à ça, en fait, pour essayer de calmer le jeu. Mais aujourd'hui, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que en ce moment, Israël bombarde Gaza et vont tout faire pour essayer d'étrangler, d'envahir, de réduire Gaza en ruine. Mais il y a un point quand même qui est important, je pense, à voir à travers tout ça, c'est que, en dernière analyse, Netanyahou ne pourra pas réprimer et soumettre plus de 2 millions de personnes pendant longtemps avec simplement des moyens militaires. Et je pense qu'en ce moment, la situation qu'on voit aujourd'hui, puis ce qu'on a déjà vu dans les dernières périodes, comme je l'ai mentionné, ça a des implications révolutionnaires. Aujourd'hui, en fait, je pense plus que jamais, bien, cette voie de la lutte révolutionnaire, de la lutte de classe révolutionnaire, je pense que c'est celle-là vraiment qu'il faut suivre. Ça prend vraiment une nouvelle intifada des masses palestiniennes qui mettent à l'ordre du jour les méthodes de la lutte des classes, les méthodes anticapitalistes, les méthodes de former des comités révolutionnaires, la grève générale, des actions de masse. C'est ça, en fait, qui peut faire vraiment trembler les choses au Moyen-Orient. Et bien sûr, le peuple palestinien ne pourra pas se libérer que par ses propres moyens. Mais aussi, je pense qu'il faut voir, en fait, il faut avoir aussi un sens des proportions parce que Israël, c'est un mastodonte impérialiste et il faut avoir un peu un sens des proportions parce que tant que la lutte va rester isolée chez les Palestiniens, ben, ça suffira pas, en fait, pour vaincre ce mastodonte-là. Et je pense que les seuls alliés fiables sur qui peuvent compter les Palestiniens dans la lutte, ben, c'est les travailleurs puis les paysans de la région, du Moyen-Orient, mais du monde entier aussi, qui sont opprimés, qui sont exploités par la classe capitaliste. Et
dans ce contexte-là, je pense que les masses arabes, en fait, des pays voisins, ont un rôle important à jouer là-dedans. Ce qu'on voit au Moyen-Orient beaucoup, c'est les régimes réactionnaires pro-impérialistes en Égypte, en Arabie Saoudite, au Qatar, en Jordanie notamment, qui vont soutenir, qui vont faire des appels ou des belles paroles pour dire qu'ils soutiennent la cause palestinienne. Mais dans les faits, dans les moments importants, ils sont prêts à les trahir, en fait, puis pactiser avec l'impérialisme quand ça leur chante. Et en fait, on vient de le voir, le gouvernement égyptien de Sisi a fermé la frontière avec Gaza en osant demander aux Gazaouis, et ça, je ne peux pas inventer ça, et leur a demandé de se montrer inébranlables et de rester sur leur terre. Voilà des paroles de sages, un appel à la résistance. C'est complètement ridicule, c'est complètement hypocrite, c'est dégueulasse. Et donc, on ne peut absolument pas faire confiance sur ces régimes-là. Et donc, c'est pour ça que ça nous prend, pour gagner, pour aller de l'avant, ça nous prend une révolution dans tous ces pays, pour renverser les régimes réactionnaires. Mais pas simplement renverser un régime qui va être remplacé par un autre, mais plus encore, je pense que la véritable libération des peuples peut pas être obtenue sans qu'on exproprie complètement les propriétaires terriens, les banquiers, les capitalistes qui maintiennent les masses exploitées et qui n'ont aucun intérêt à renverser l'oppression dans leur pays ou l'oppression des Palestiniens. Et c'est pour ça que nous, les communistes, on dit que pour libérer le peuple palestinien, bien, ça prend une révolution pour établir une vraie fédération socialiste au Moyen-Orient. Et dans le cadre d'une fédération socialiste démocratique, débarrassée de l'impérialisme, débarrassée des exploiteurs, ben, il va être possible, en fait, d'établir des relations fraternelles entre les peuples, entre les Arabes et les Juifs, entre les Sunnites, les Chiites, les Kurdes, les Druzes. Et je pense que dans ce contexte-là, la voie pour un règlement durable et démocratique de la question palestinienne va pouvoir, en fait, avoir lieu. Parce qu'en réalité, il y a suffisamment de terre, suffisamment de ressources pour créer un État palestinien qui soit véritablement autonome, viable, prospère, avec une pleine autonomie pour les Juifs, pour les Arabes. On a les ressources, il y a les conditions, mais ce qu'on voit en fait, c'est des joutes impérialistes où on utilise les peuples comme boucliers ou comme pions dans ce jeu-là, puis qui en ce moment sème la haine, sème la colère partout. Puis je pense que c'est à cette société-là, en fait, à ce système-là qu'il faut s'attaquer si on veut faire avancer les choses pour la cause palestinienne. Mais je dirais que c'est pas seulement au Moyen-Orient que les choses doivent changer. Communistes, on met de l'avant une perspective internationaliste. Et ici aussi, on a un devoir. On a le devoir en tant que membre de la classe ouvrière mondiale. Le mouvement syndical, le mouvement étudiant, la gauche en général au Canada devrait construire un puissant mouvement de solidarité avec la Palestine. Ça peut absolument pas être simplement fondé sur des appels abstraits à la paix, à la désescalade des tensions. C'est cette approche-là qui nous a menés à la situation qu'on a aujourd'hui. Non, ça nous prend des gestes concrets de solidarité. Il faut commencer par dénoncer ouvertement l'impérialisme, l'hypocrisie de l'impérialisme de notre propre classe dirigeante ici et rejeter toutes les tentatives de dépeindre le mouvement de solidarité comme des appels à la violence ou de l'antisémitisme. Et c'est eux, c'est nos impérialistes, en fait, qui défendent l'oppression et la violence. C'est pas nous. En défendant le régime israélien comme ils le font aujourd'hui, qui perpétue la violence, c'est eux qui défendent l'oppression, qui défendent la violence. Il faut le rappeler, il faut mettre les cartes sur table. Et la classe dirigeante israélienne, en ce moment, elle se croit tout permis. Puis en réalité, tout lui est permis. Pourquoi? Parce qu'elle a le soutien actif de nos gouvernements ici, de nos gouvernements impérialistes. Ils ont du sang sur les mains, eux aussi. Puis ça, c'est important de le rappeler.
Et je pense devrait avoir des manifestations de masse qu'on organise dans toutes les villes possibles avec le soutien actif et total des syndicats. En ce moment, on est allé à plusieurs manifestations à travers le pays, puis c'est beaucoup des militants pro-palestiniens dévoués, courageux qui organisent ces manifestations-là. Mais imaginez si on avait l'appui des syndicats, la mobilisation, les ressources des syndicats pour vraiment construire un mouvement de masse en soutien avec les Palestiniens. Toute les ressources du mouvement syndical pourraient être mises en grande partie pour ça. Et là où les travailleurs canadiens sont impliqués dans la production ou la livraison d'armes à Israël, par exemple, ces travailleurs-là pourraient s'organiser pour cesser la production ou la livraison d'armes. Il faut se rendre à l'évidence que les travailleurs constituent la force la plus puissante de la planète et leur position dans la production leur permet de nuire substantiellement aux objectifs impérialistes. Ils peuvent nuire à la machine de guerre d'Israël. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, par exemple. Des travailleurs en France, des dockers, des débardeurs en France qui avaient décidé qu'eux, ils n'allaient pas envoyer de l'armement en Arabie Saoudite pour perpétuer le génocide au Yémen. C'est des méthodes comme ça, en fait, qui ébranlent les forces de l'impérialisme. Puis je pense que c'est ça aussi on doit amener ici dans le mouvement. Et partout dans le monde, le système capitaliste engendre la faim, la pauvreté, la souffrance, la guerre. Et il n'y a nulle part où ça s'exprime aussi clairement qu'en Palestine. Mais je pense qu'ici, la meilleure façon d'aider dans la situation actuelle, c'est de mobiliser la classe ouvrière en solidarité et aussi, par-dessus tout, de renverser notre propre classe dirigeante canadienne qui, comme je l'ai dit, a le sang des Palestiniens sur les mains. Et donc, ce qu'on a besoin, ultimement, c'est d'une transformation socialiste de la société. En réalité, tant qu'on va rester sous le capitalisme, l'oppression des Palestiniens va continuer. Lénine disait que l'impérialisme, c'est le stade suprême du capitalisme. Toute la barbarie des puissances impérialistes au Moyen-Orient et ailleurs, ça vient d'un système où la seule chose qui compte, c'est le profit, peu importe le sort des masses exploitées et des peuples opprimés. Donc, c'est pour ça que je pense on veut, puis on doit faire entendre la voix communiste dans le mouvement aujourd'hui. Et donc, je vous invite vraiment à nous rejoindre là-dedans. Et ensemble, disons non au bombardement de Gaza, non à l'occupation, et intifada jusqu'à la victoire.